Bienvenue, merci d'être venu ce soir et de m'avoir invité. Luca m'a demandé il y a quelques semaines, Beat, est-ce que tu peux faire en 10 minutes une introduction à l'IA dans les systèmes embedded? Et j'étais là, ah ouais, 10 minutes, ça va être compliqué, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Du coup, je me suis dit, avec un public technique, je pourrais parler de plein de choses. Je peux parler de la définition de l'IA, c'est quoi? Mais je pense que tout le monde connaît plus ou moins cette définition que, au final, c'est des systèmes qui apprennent à faire des choses sans qu'on les ait programmés d'une manière explicite, mais juste à partir d'exemples. J'aurais pu parler un peu de la définition, c'est quoi de l'IA qu'on parle tout le temps maintenant avec ChatGPT, la différence avec le machine learning et le deep learning qui est maintenant, je dirais, un peu l'IA d'aujourd'hui. À l'époque, l'IA, c'était par exemple les systèmes d'experts. Maintenant, quand on parle d'IA, c'est principalement le deep learning. D'ailleurs, c'est là que je vais aller plus ou moins dans cette présentation. J'aurais pu parler de l'histoire de l'IA, comment on est arrivé ici, en commençant... Bon, j'aurais pu commencer avant les années 50, bien sûr, mais disons un peu la graine du deep learning d'aujourd'hui, c'était dans les années 50 avec le perceptron. Même que tout de suite après, on s'est dit, oh mon Dieu, ça va jamais marcher. Le perceptron ne sait pas faire un XOR, donc c'est fini. Dans les années 80, on s'est rendu compte, ah oui, non, mais ça va le faire, on peut faire des XOR avec des MLP. Et ensuite, tout a grandi, et puis on est arrivé maintenant à du chat GPT que tout le monde utilise, que tout le monde voit comme l'IA d'aujourd'hui. Donc j'aurais pu parler de toutes ces choses, mais je me suis dit, finalement, c'est quoi le message que je pourrais faire passer en une dizaine de minutes à une audience technique que je trouve intéressant personnellement? Et je me suis rabattu sur ça. C'est que j'aimerais bien vous montrer que les modèles de machine learning de nos jours, c'est essentiellement des manières, des algorithmes de compression très très puissants qui sont extrêmement forts pour faire l'interpolation entre des choses. Donc si j'ai deux exemples, ils vont être très forts à comprendre comment les choses se passent entre ces deux exemples, mais ils sont très mauvais à extrapoler. Donc si je leur montre des choses qu'ils n'ont jamais vues, là, ils ont beaucoup de problèmes. Et tout ça, comme le titre de la présentation l'indiquait, je me suis dit, les auto-encodeurs, c'est probablement la bonne chose pour faire ça, surtout dans le domaine du embedding, des embedded systems, parce que justement, ça va parler de use cases qui sont assez fréquemment utilisés dans ce domaine. Mais on va faire un petit pas en arrière d'abord. Il faut que j'introduise quand même un tout petit peu le machine learning de manière générale, avec un exemple que j'aime beaucoup pour tous ceux qui n'ont jamais fait du machine learning du tout. Il y a un modèle qui est très très simple mais très très puissant, qui est le K-nearest neighbor, qui est finalement un modèle que si je vous demande de résoudre un problème, typiquement de me dire si sur une photo vous trouvez peut-être pas une photo, mais si un animal que j'ai mesuré, sa taille, son poids et tout, si je vous demande si c'est un chat ou un chien, intuitivement, c'est ce que vous allez faire. Le KNN, ce qu'il fait, c'est qu'il va regarder dans sa base de données, il dit, c'est quoi les exemples les plus similaires que j'ai vus dans le passé? Ce nouveau truc que je viens de voir, c'est probablement la même chose que ces trucs similaires que j'ai vus dans le passé. Donc le KNN, tout ce qu'il fait, c'est, on voit en haut l'exemple, il va prendre les cas, exemples les plus proches, et va juste se baser sur ça pour dire, par exemple, dans les cas plus proches, là, avec 3, il y avait 2 rectangles verts et puis un objet rouge, donc probablement le nouveau objet ici, il doit être vert, quoi, c'est clair. Tout l'enjeu de cette approche, c'est quoi ces axes X, Y? Si chat et chien, je sais pas, leur poids, est-ce qu'ils sont choux? Est-ce que l'animal il est chou? Oui, mais bon, déjà, comment je mesure s'il est chou ou pas? Et puis, est-ce que c'est une bonne idée de mesurer ça? J'en sais rien. Mais ça peut être d'autres choses, hein. Ça peut être pour des objets, un objet, je sais pas, son poids et sa forme, peu importe. De choisir ces axes, c'est pas si facile. C'est un grand enjeu en machine learning. Mais si on arrive, ces modèles-là, ils sont extraordinaires parce qu'ils fonctionnent. Mais faut-il encore trouver les bons axes? Et puis d'ailleurs, là, il y en a 2, mais dans la réalité, on en met un peu plus, voire des milliers. Donc, finalement, c'est un peu le cœur du problème dans le machine learning de manière générale. On aimerait pouvoir représenter des choses avec l'ordinateur
des choses similaires d'une manière similaire, des choses pas similaires d'une manière dissimilaire. Et une fois qu'on a réussi à faire ça, en fait, il y a plein de tâches qui deviennent simples. C'est là où je veux vous introduire un type de modèle, sans aller dans les détails, c'est pas l'idée, mais vous expliquer un peu comment les autoencodeurs, ou en particulier les variation autoencodeurs fonctionnent. Donc ces autoencodeurs sont venus dans les années 80, les VAE sont arrivés en 2013 à peu près, et toute l'idée, c'est qu'on puisse apprendre à faire une machine d'une manière non supervisée de justement résoudre ce problème, de trouver qu'est-ce qui est important, quels sont ces axes que je viens de décrire avant, qui sont pertinents pour une certaine tâche. Le modèle est extrêmement simple, le concept. On a en entrée quelque chose, là j'ai mis une image parce que c'est parlant, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être une série temporelle, je sais pas, des vibrations d'une machine, peu importe. Il y a une partie encodeur qui va prendre l'entrée et la compresser, et c'est là où le système va prendre avec le temps comment le faire, et va le compresser dans un vecteur de X variables, 1, 2, 10, peu importe. On va en gros prendre la grande entrée et la compresser dans un petit domaine, et ensuite on a une deuxième partie de modèle qui va prendre cette valeur et la décompresser, c'est le décodeur, pour reproduire idéalement l'entrée originale. On peut simplement comparer les deux, et si le modèle il fait juste, on lui dit top, et sinon on lui dit améliore-toi. C'est de l'apprentissage non supervisé parce qu'on ne doit pas labelliser à la main, on peut juste prendre des exemples qu'on a. Tout ça nous amène à l'espace latent parce que, peut-être vous en avez entendu parler de l'espace latent, c'est un truc de nos jours, tout ce qui est machine learning, deep learning, c'est partout, il y a des embeddings et de l'espace latent. Finalement, le bottleneck là en rouge, c'est un embedding, c'est rien d'autre qu'un vecteur. Et l'espace latent, c'est le vecteur, il vit dans cet espace. Et puis, donc, l'espace latent, c'est juste toutes les possibilités qu'on a, qu'on pourrait compresser. Par exemple, une image dans X dimensions. Là, on a un exemple à quoi ça ressemble après, avec l'exemple classique de MNIST, avec c'est juste des chiffres manuscrits. Si on les met dans un autoencodeur avec une dimension de 2, on peut les représenter. Si on les dessine sur un graphique 2D, on voit que, par exemple, tous les 1 se retrouvent un peu au même endroit, tous les 2 à un autre endroit. Et donc, on est passé d'un truc complexe, comme une image, à une représentation 2D, où des choses similaires sont similaires, des choses pas similaires sont pas similaires, et ça, souvent, ça résout beaucoup de problèmes. Si jamais, comme j'ai pas 10 minutes, mais plutôt 15, je peux rajouter encore que tout ce que je dis là, c'est essentiellement vrai pour les autoencodeurs, et pour la différence avec les VA, les Variational Autoencoders, c'est simplement que cet espace latent, il est plus lisse avec les VAE qu'il serait avec les autoencodeurs classiques, et donc ça nous permet de faire 2-3 trucs sympas. À quoi ça nous sert? Parce que c'est bien joli d'avoir un modèle de machine learning où je lui donne quelque chose dedans et il me ressort la même chose. C'est moyennement utile au final, on pourrait se dire. En fait, on peut faire plein de choses avec ça. La première, c'est on peut faire de la compression de données. On peut s'imaginer une machine, on a seulement la partie encodeur, on compresse dans le nombre de bits qu'on aimerait bien compresser, et de l'autre machine, on a que le décodeur qui reçoit cette valeur, qui décode. Vous avez un exemple en haut où on fait de la compression d'images, et forcément, quand on varie la taille du vecteur d'embedding, plus il est petit, moins c'est précis, plus il est grand, plus c'est précis. On voit tout à gauche, d'ailleurs, quand on a 0 bit per pixel, donc on n'a plus rien, il nous ressort l'humain moyen dans cet exemple. Mais on ne peut pas que faire de la compression, on peut faire d'autres choses. On peut par exemple faire de la classification, où je vous ai montré au début le KNN. Donc le KNN, on se rappelle, c'est juste un modèle de machine learning très simple qui prend des exemples et on lui demande, ce nouvel exemple, c'est donc les classes, et il nous dit, les exemples les plus similaires dans le passé, c'est ceux-là, donc je te dis, c'est un chien, par exemple. Et on peut utiliser typiquement que la partie encodeur d'un VAE, et on se retrouve avec le vecteur d'embedding, qu'on peut utiliser ensuite pour prendre toutes nos données qu'on pourrait avoir, nos images, séries temporelles, des mesures de quelque chose, et on se retrouve avec l'embedding, et le KNN marche très bien par après.
On peut faire aussi, par exemple, du denoising. On a un signal qui est bruité. On peut entraîner un VAE assez facilement de prendre un signal avec du bruit et ressortir un signal net. On voit l'exemple ici, par exemple, nouveau avec les chiffres. C'est très joli, mais on peut faire ça typiquement avec un signal quelconque. Ce que je trouve le plus intéressant, c'est la possibilité de faire la détection d'anomalies. Je vais revenir tout de suite après avec un exemple concret, mais ces auto-encodeurs, en fait, comme ils vont être très forts pour pouvoir compresser des exemples qui sont similaires à ce qu'ils ont déjà vu, il y a un produit de bord qui est, ils sont très très mauvais à compresser ce qu'ils n'ont jamais vu avant. Et ça, c'est chouette parce que, on va en reparler après, mais si j'ai plein de données normales, mais j'ai très peu de données anormales, un VAE peut me permettre de entraîner que sur les données normales, et si je lui rentre une donnée anormale, l'erreur, donc la différence entre la sortie et l'entrée devrait être très grande. Donc ça, c'est un chouette concept qui est souvent utilisé. Et bien sûr, pour compléter, juste pour vous dire que ces VAE, ils savent tout faire, on a aussi l'IA génératif qu'on peut faire ça. Donc j'avais dit avant, pour la classification, on peut prendre que la partie encodeur, mais pour l'IA génératif, on peut faire juste la partie décodeur. Et du coup, on choisit ou bol un point dans l'espace latent, qu'on donne à un décodeur, et bam, on a une sortie. Typiquement, on peut faire ça, à nouveau, on génère des images, etc. Ça se fait d'ailleurs. Un petit exemple concret qu'on a fait avec un Inosus qui vient de se terminer avec Liber, donc c'était une petite partie, mais assez typique pour ce que je voulais montrer là. Un des objectifs, c'était de faire de la maintenance prédictive sur des grands moteurs qui ont plein de capteurs, et forcément, comme toujours, les gens qui veulent faire de la maintenance prédictive, c'est les gens qui ont absolument tout fait, qui pouvaient faire pour rendre leur système stable, et puis genre le dernier truc qu'ils se disent qu'ils n'ont pas encore essayé, c'est l'IA. Et donc c'est toujours un peu problématique parce que il n'y a pas d'anomalie. Comment on entraîne. Et là, typiquement, c'est ce qu'on a fait. On a utilisé des auto-encodeurs pour modéliser la normalité, donc avec plein de signaux normaux. Quand il n'y avait pas de problème, on a entraîné un modèle, et puis après, on voit ici en bas un exemple. Quand on arrive, on avait quand même 2-3 exemples d'anomalies, ne vous inquiétez pas. Et dans ces exemples-là, on voyait que quand on s'approchait du point de rupture, tout d'un coup, les erreurs montaient énormément. Donc, l'input de notre VAE, c'était la série temporelle avec une certaine fenêtre. L'output, c'était en théorie la même série temporelle reconstruite, en passant justement avec cette petite étape de compression. Et on voyait que dès qu'on sortait de la normalité, le modèle, il ne s'en sortait plus du tout parce qu'il ne savait pas comment compresser, décompresser correctement. Les erreurs montent et on dit anomalie. Voilà. Il fallait quand même que je parle un tout petit peu des ressources, comment on parle de systèmes embarqués. Quand on parle de l'IA et puis système embarqué, c'est toujours un peu tricky parce que l'IA, ça utilise beaucoup de ressources, mais il faut quand même se dire, oui, entraîner des systèmes d'IA, souvent ça utilise pas mal de ressources, mais les exécuter, pas nécessairement. Ça peut être très très rapide, notamment dans l'exemple que je viens de donner avec les VAE, on peut même des fois, pour certains cas d'utilisation, couper en deux le modèle. Oui, c'était ça que je voulais dire essentiellement, ce qui fait qu'on peut aussi varier la taille et la complexité de notre modèle, et puis même sur des très petits systèmes, suivant la tâche, ça marche très bien. Je les entraînerai peut-être pas dessus, mais les exécuter, oui. Du coup, petite conclusion. Quand vous faites du machine learning, comment vous représentez la data, c'est clé. Une fois que vous avez résolu ce problème, en général, vous avez gagné, plus ou moins. Hein. Je simplifie, mais c'est un peu ça. À l'époque, on faisait ça à la main. Donc, il y a plein de gens très intelligents qui réfléchissaient comment je peux représenter mes données sur des axes un peu logiques. Aujourd'hui, il y a justement des modèles comme ça qui font ça automatiquement pour nous. C'est d'ailleurs un concept que vous retrouvez partout. Hein. Ces embeddings, c'est les LLM, ils utilisent ça. Et plein de types de modèles dont on parle tout le temps, ils utilisent ce concept, mais c'est toujours un peu la même chose. C'est comment je représente mes datas, que les datas similaires sont similaires, les datas similaires non similaires. Oui, donc j'espère le petit take-home message que j'avais mis au milieu de la présentation, je voulais le remettre. Donc j'espère d'avoir
puis vous montrer un peu que ces modèles machine learning, modèles de deep learning, ils sont très très forts à compresser des choses qu'ils connaissent ou des choses similaires à ce qu'ils connaissent, et par contre très mauvais quand vous sortez de ce qu'ils connaissent, mais même cette propriété-là, on peut l'utiliser typiquement pour la détection d'anomalies. Merci. Merci beaucoup, Beat, pour la présentation. Jetzt Fragen. Beat spricht Deutsch besser als Französisch und er spricht super gut Französisch. So. Allez-y. Si vous avez des questions, y a-t-il une question dans la salle? Gibt es eine Frage? Keine Frage, es war so klar. Est-ce que... Serge. Ah, pardon. Tu as mentionné le fait que c'était facile de porter sur un système embarqué, mais il y a quand même un problème de dimensionnement de modèle, un problème de mémoire, un problème de... C'est un sujet de recherche en tant que tel, ça, non? Oui. Non, absolument. Ouais. En fait, c'est toujours un trade-off. Là, c'est juste un petit bloc là. Mais ce bloc, il est très variable. On peut le dimensionner de vraiment avoir quelques même plus petits que kilobytes de poids finalement, ou ça peut être des gigas, soyons clairs. Mais pour beaucoup de problèmes assez simples, un VOE est très puissant, même en petits modèles. Mais ça, c'est toujours le trade-off général. Ce qui est bien avec ces modèles, c'est qu'on peut jouer avec ces paramètres et par rapport à l'hardware qu'on a, faire ce trade-off. On peut littéralement faire des graphes, on dit j'ai ça à disposition, si je rends plus petit mes dimensions, c'est quoi l'impact sur l'accuracy? Donc pour ça aussi j'ai choisi ce modèle, parce que il est facilement dimensionnable. Mais oui, on a toujours des restrictions. Puis dans la même lignée, du coup, est-ce que l'on a quelque part ce graphe où je peux choisir combien de poids utiliser pour les ressources que j'ai à disposition? Est-ce que tu as une astuce à donner au public? Je ne suis pas sûr. Finalement, tu vas choisir le plus grand modèle qui tourne encore sur ton hardware spécifique, parce que c'est des modèles de deep learning, et puis comme on sait maintenant, deep learning en général, plus c'est grand, plus on a de data, mieux c'est. C'est quand même... Maintenant, gentiment, avec les tout grands modèles, on voit peut-être un plafond, mais dans notre dimension, en général, tu fais le plus grand que tu peux faire par rapport... il y a aussi la dimension data, donc si tu n'as pas assez de data, tu ne peux pas faire trop grand non plus, mais ouais, là, je peux parler encore un moment, sinon. Je crois que ça va de toute façon revenir plus tard dans d'autres présentations, donc... S'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, je tiens à te remercier officiellement et physiquement. Fallait pas, c'est gentil. Voilà, un petit quelque chose pour ta présentation. Merci beaucoup.